Bonsoir à tous et bienvenue au webinaire pour une rentrée scolaire réussie. Présenté par les services de parcours d'enfants chez Monod-Chepel. Mon nom est Valérie Hudon et je serai votre modératrice pour la présentation de ce soir. Avant de commencer, j'aimerais prendre quelques minutes afin de vous donner des précisions techniques qui vous permettront de bien participer à la présentation. Vous serez mis en sourdine pendant la présentation. Cependant, vous pourrez toujours communiquer avec nous en utilisant la fonction de clavardage. Nous tenterons de répondre au plus grand nombre de questions à la fin de la présentation. Je vous rappelle que la présente séance est enregistrée et qu'elle sera disponible dans environ 2 semaines sur notre site Internet. À la fin de la séance, veuillez prendre le temps de répondre au sondage en ligne sur la satisfaction. Vous recevrez par courriel un message de GoToTraining avec un lien menant au sondage. Vos commentaires sont très appréciés et nous aident toujours à améliorer ce programme. Parlons d'abord de Monod-Chepel et des services offerts. Monod-Chepel est un important fournisseur de solutions en matière de santé, de comportement et de productivité. Nous aidons plus d'1 demi-million de personnes chaque année grâce à des services de thérapie, d'éducation et d'encadrement. Parcours d'enfants collabore avec les familles, les écoles et les garderies afin d'identifier les besoins des enfants et de les aider à réaliser leur plein potentiel. Nous travaillons auprès d'élèves, d'enfants et des jeunes adultes de toute capacité. Nous croyons que chaque enfant est unique et notre compréhension de leurs problèmes est au cœur de notre expertise. Nous offrons une vaste gamme de services, y compris le dépistage et des évaluations, des interventions en individuel ou en groupe et des services à l'intention des écoles et des garderies. Notre équipe professionnelle regroupe des orthophonistes, orthopédagogues, psychologues et neuropsychologues, psychoéducateurs, physiothérapeutes et des ergothérapeutes. Comme vous le remarquerez, nous avons plusieurs points de service à Montréal et les environs, ainsi qu'à Québec. En plus de travailler dans les différents points de service, nos professionnels se déplacent également en milieu de garde et en milieu scolaire. Nous offrons également des séances de formation aux parents, aux enseignants et intervenants en milieu de garde. Dans certaines disciplines, des services de thérapie en ligne sont aussi offerts. Ce soir, vous aurez la chance d'entendre Stéphanie Martel, orthopédagogue, et Naomi Lalonde, psychoéducatrice, qui vous partageront des informations et conseils pour une entrée scolaire réussie. Stéphanie Martel est orthopédagogue et a 10 années d'expérience. Elle se spécialise auprès des élèves du secondaire. Elle a également créé du matériel destiné aux plus vieux afin de maximiser l'organisation et la réutilisation de l'information, tant en français qu'en mathématiques. Elle mise sur le lien de confiance qu'elle juge primordial d'établir avec l'enfant afin de pouvoir décrocher au maximum ses réussites. Naomi Lalonde est psychoéducatrice. Elle œuvre principalement auprès d'adolescents en milieu scolaire présentant des difficultés d'adaptation dans différentes sphères de vie, sociale, personnelle et familiale, telles que l'estime de soi, les habiletés sociales, la gestion des émotions, l'organisation scolaire, l'autonomie, la motivation et plus encore. Je laisse maintenant la parole à mes collègues, Stéphanie et Naomi. Alors, bonsoir, ici Stéphanie Martel, donc orthopédagogue. Alors, je vais commencer là à parler là, de la rentrée scolaire, donc histoire de bien s'outiller pour passer à travers toute l'année. Donc, ça y est, c'est commencé. Donc, pour plusieurs, la rentrée scolaire peut être excitante, mais on peut même y aller, ça peut être déstabilisant aussi et ça peut même faire peur. Donc, peut-être peur à cause des expériences vécues, à cause de l'inconnu, mais il faut savoir être bien outillé pour être capable d'être un bon pilier en tant que parent et de pouvoir aider son enfant. Donc, on va parler de nouvelle école, nouveaux enseignants, nouvel environnement. Et même si qu'on arrive dans un nouveau milieu scolaire ou qu'on passe d'un autre niveau à un autre, il va y avoir plusieurs adaptations à gérer. Donc, la rentrée signifie quand même beaucoup de choses, dont le début des devoirs et des leçons, et il va y avoir une routine qui va s'installer. Les premières semaines sont importantes pour instaurer des bonnes habitudes gagnantes qu'on a peut-être perdues un petit peu au cours de l'été et c'est tout à fait normal. Maintenant, il faut remettre tout ça
à jour. Et c'est cette présentation-là qui va viser à nous outiller, à vous appuyer en tant que parent, puis à vous rassurer aussi là, à travers ce changement-là, qui est un changement très important là, dans la vie de votre enfant, qui est la rentrée scolaire. Oh, pardon. On a eu un petit souci là, de changement. Alors voilà. Pour le plan de la présentation, grosso modo, on va parler de l'implication des parents dans la vie scolaire, la période de devoir, les transitions tout au long du cheminement scolaire et les services de soutien aux élèves. Donc, pour commencer, je vais laisser la parole à ma collègue Naomi. Alors, bonsoir à tous. Merci Stéphanie et Valérie. Donc, l'implication des parents dans la vie scolaire, nécessairement en tant que parents, là, on est impliqués dans la vie scolaire de nos enfants. Nous aussi, là, on doit s'adapter aux nouveaux rythmes, aux nouvelles exigences aussi là, qui sont multiples là, du milieu scolaire. La tâche se multiplie aussi en fonction du nombre d'enfants qu'on a à la maison. La vie scolaire, c'est un aspect qui ne se limite pas seulement qu'à l'école, parce que le soir, bon, il y a des devoirs à faire, il y a des choses à préparer, des lunchs, des papiers à signer pour le lendemain, etc. Donc, la routine à la maison va avoir un impact là, sur la vie scolaire. Donc, c'est pour ça que je voulais parler de l'importance de la routine à la maison. Et pourquoi parler de routine? C'est principalement pour diminuer la charge mentale des parents, les sources de stress et d'imprévus. Donc, à l'école, les enfants vivent déjà beaucoup de nouveautés, ils sont stimulés, ils apprennent de nouvelles choses. Donc, à la maison, c'est important là, de leur offrir de la stabilité. Et quand on parle de routine, en général, on parle, oui, en termes d'heures, mais aussi en termes d'ordre dans lequel on fait les choses. Donc, une routine, ça doit agir comme une ligne directrice, comme guide. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. L'important, c'est que ça convienne à votre famille, surtout qu'elle soit relativement stable dans le temps. Au quotidien, c'est pas toujours possible, là, évidemment, de la suivre à la lettre. Il faut s'adapter là, à chaque journée. Parce que si on l'applique de façon en fait trop rigide, souvent on va vivre plus de stress et c'est en fait l'inverse de ce qu'on veut. Donc, maintenir les heures de repas stables. L'heure n'a pas vraiment d'importance, que ce soit à 5 heures ou 6h30, là, ça dépend vraiment des familles. En fait, l'important, c'est que les heures auxquelles vous mangez soient sensiblement les mêmes là, durant la semaine, parce que ça permet au corps de prévoir ses réserves d'énergie en conséquence. Parce que oui, notre corps aussi est sensible au changement. Pensez à vous, par exemple, au travail, là, vous mangez probablement votre dîner à la même heure chaque jour. Puis si on dépasse un peu cette heure-là, là, ou à l'approche de l'heure du dîner, notre ventre nous envoie des signaux de faim. Ensuite, instaurer une routine du soir. Donc, par exemple, au retour de l'école, on fait les devoirs. Ensuite, on mange vers 5h30. Ou pour ceux qui mangent plus tard, on peut prendre une légère collation en revenant de l'école. Ensuite, il y a un peu de temps pour jouer avant le souper. Puis après, on fait les devoirs. Puis ensuite, c'est le bain et la douche, par exemple. Ensuite, l'horaire de sommeil. On essaie de maintenir le plus possible un horaire de sommeil qui est régulier. Évidemment, c'est en fonction de l'âge de votre enfant, là. Si votre enfant manque de sommeil, ça va nécessairement avoir une influence sur sa journée d'école du lendemain. Si c'est un problème là, qui devient chronique, qui manque de sommeil, ça peut vraiment avoir des conséquences à long terme sur son attention, sa concentration, son comportement, etc. Il y a d'ailleurs un article qui est très intéressant là, et très détaillé dans la presse que j'ai lu ce matin sur les besoins en termes de sommeil chez les enfants. Ça s'intitule « Au lit, les enfants ». Donc, on va pouvoir mettre le lien aussi dans la section chat tantôt pour que vous puissiez y avoir accès. Par la suite, avant le dodo, c'est sûr qu'on essaie de limiter les stimulations avant le coucher. Là, j'ai dit stimulation. Ici, je parle pas seulement des écrans, mais aussi d'activités qui stimulent les enfants en général. Parce que la problématique qu'on a remarqué récemment avec les écrans, c'est qu'au quotidien, maintenant pour faire les travaux d'école, les enfants ont souvent besoin là, d'accéder à l'ordi, peut-être plus au secondaire, là. Donc, c'est comme plus difficile pour les parents de l'interdire ou de limiter le temps, parce que des fois, ils en ont besoin. Donc, par contre, quand on parle de stimulation, on parle de jeux vidéo, des jeux qui excitent ou énervent les enfants, des émissions qui contiennent beaucoup d'action, de violence, des stimulations visuelles. On veut favoriser, en fait, les activités calmes parce qu'on veut que ça nous amène graduellement dans un état de détente.
Alors, pour certains enfants, le retour à l'école peut être stressant et ils anticipent beaucoup ce moment. Donc, comment, comme parents, est-ce qu'on peut garder une bonne attitude là, par rapport à ça? Tout d'abord, parler de ses préoccupations avec votre enfant, parler de ses craintes, dans le but de trouver des solutions, de lui donner des outils. Par exemple, si sa peur, c'est de se perdre dans l'école, d'arriver en retard, d'oublier son code de cadenas, de voir avec lui qu'est-ce qu'il peut faire, d'élaborer ensemble une liste de solutions, mais ça peut vraiment l'aider à diminuer son stress. Ensuite, stimuler son autonomie. Alors, on veut l'impliquer le plus possible dans des tâches agréables qui sont reliées à la rentrée scolaire ou même juste à la routine là, scolaire. Par exemple, choisir ses vêtements, choisir ce qu'il veut mettre dans son lunch, personnaliser ses cahiers, choisir son matériel scolaire, évidemment dans la limite du possible. Ensuite, on essaie de prévoir des moments de détente. Alors, les moments de détente vont être super importants à l'extérieur de l'école. Ça peut être des moments en famille, avec des amis, une activité ou juste jouer dehors. L'objectif, c'est surtout de prendre du temps pour décompresser, surtout pour un enfant pour qui l'école, c'est très stressant. Là. Adopter une attitude optimiste et rassurante. Donc, l'attitude que vous allez avoir va nécessairement influencer votre enfant. Donc, surtout, il ne faut pas banaliser ce qu'il ressent. Montrez-vous disponible pour eux. Soyez à l'écoute. Vous pouvez parler avec eux de leur journée de façon positive, lui demander de nommer une, deux ou trois choses qu'ils ont appréciées aujourd'hui dans leur journée et soulever les points positifs comme revoir des amis, s'en faire des nouveaux, une activité spéciale qui s'en vient ou une sortie. Donc, des fois, ça peut les aider, en fait. Donc, je repasse la parole à ma collègue Stéphanie. Oui, donc maintenant, dans l'implication que vous devez avoir, là, on va parler des outils de communication. Donc, tout au long de l'année, vous aurez à échanger avec plusieurs intervenants qui vont travailler avec votre enfant. Et ce qui est important de savoir, c'est au départ, c'est qu'il y a de nombreuses études qui ont démontré qu'une coopération qui est positive et efficace ont un impact qui va être significatif sur la persévérance et la réussite de l'élève. Donc, ce qu'on veut en tant que parent, c'est chercher à développer une relation de confiance entre l'école et la famille pour que notre enfant, il sache que quand il y en a un qui dit quelque chose, l'autre va aller dans le même sens également. Donc, on va parler là d'une relation de confiance. Donc, tout le monde va travailler dans le même sens et là, il va être plus enclin à prendre le même bateau et à suivre la vague. Au niveau des outils de communication, comment faire? Il y en a plusieurs là qui sont accessibles. On va d'abord parler de l'utilisation de l'agenda. Donc oui, l'agenda, il va avoir le plan de travail là, qu'on va parler un petit peu plus tard, mais comme outil de communication, comment on l'utilise? C'est de le consulter, dans le fond, à tous les jours, tant au primaire qu'au secondaire. Au primaire, ça peut peut-être avoir plus la forme là, d'une feuille de route, peut-être, ou d'un plan de travail par semaine, tandis qu'au secondaire, là, pour les plus vieux, on va parler vraiment d'un agenda proprement dit. Et là, les enseignants et les intervenants pourraient écrire des messages dans les cases appropriées. Là. Donc, au départ, là, les enseignants vont vous nommer s'ils vont y aller avec cette stratégie-là. Mais vous, en d'autres sens, vous pourriez utiliser cet outil-là pour écrire des messages également, là, pour faire un suivi direct de ce que votre enfant a à faire et des comportements aussi. Donc, ça peut être autant pédagogique que sur le plan comportemental. Au travers de l'agenda également, vous allez avoir le calendrier scolaire. Donc, qui est un outil de communication de l'école, dans le fond, pour vous nommer quand est-ce que sont les journées pédagogiques, les journées d'activité, les examens, les journées, parce que chaque jour est séparé par jour. Dans le fond, jour 1, jour 2, jour 3, et il y a un horaire qui suit. Donc, le calendrier scolaire va vous informer là, sur ça. Si vous n'êtes pas familier avec le calendrier scolaire, n'hésitez pas à aller poser des questions là, aux enseignants, même à la secrétaire d'école là, qui va pouvoir bien vous répondre. Également, dans l'agenda, vous allez retrouver les règlements de l'école, donc qui sont aussi un moyen de communiquer. Donc, dans le fond, c'est comment l'école fonctionne, ce qui est accepté, ce qui n'est pas accepté. Donc, vous pouvez vous y référer là avant d'aller voir une autre personne pour si vous voulez répondre à un questionnement rapidement. C'est une place que vous pourriez aller voir. Et feuilleter les documents qui sont fournis par l'école, ce sont tous des outils de communication justement qui peuvent vous donner de l'information.
Également, dans l'agenda, on va trouver les coordonnées des intervenants. Donc, si jamais vous voulez téléphoner directement, bon, vous allez avoir leurs coordonnées. Parce qu'ensuite de ça, comme communication, bon, on a évidemment le téléphone. Le téléphone en milieu scolaire, par contre, il faut laisser des messages. Donc, les enseignants, si vous voulez parler à un enseignant, il va probablement être en classe. Donc, et des fois, bon, quand la journée se termine, ils n'ont pas tout le temps de retourner les messages. Donc, il se pourrait qu'il y ait un délai de réponse quand on laisse un message par téléphone. Je vous conseille de parler peut-être directement avec une secrétaire qui va pouvoir peut-être faire le message plus rapidement, mais vous pouvez toujours essayer. Mais il faut prendre en considération qu'il va y avoir un délai peut-être un petit peu plus long. Et également, il va peut-être falloir prendre des rendez-vous téléphoniques si vous voulez discuter par téléphone plutôt que par d'autres façons. Justement là pour être sûr d'avoir un moment là où la personne avec laquelle vous voulez discuter va être disposée à vous parler, va pouvoir prendre le temps, ce qui est très important. Ensuite de ça, vous allez avoir les fameux courriels aussi, les courriels qui sont très efficaces. On les compose là au moment où on est disposé, justement, on les envoie et on attend la réponse. Des fois aussi, c'est facilitant là d'utiliser le courriel. On peut peut-être même avoir des réponses là parfois plus rapidement là avec certains enseignants là par courriel. Les plateformes web, donc là, on va parler beaucoup du site de l'école, entre autres, pour l'outil de communication, où là, si on se pose des questions, justement, on peut aller voir sur le site s'il y a réponse à nos questionnements. Et à travers la plateforme web, donc le site de l'école, on va pouvoir avoir accès au portail de l'école. Donc, la majorité des écoles disposent d'un portail qui est la place où on peut d'abord consulter en direct le dossier de notre enfant, son horaire, les commentaires des enseignants, les bulletins. Donc, c'est un excellent point de chute là, pour rassembler toutes les informations qui concernent notre enfant où on est capable d'aller les consulter là, rapidement. Voyez bien que votre accès fonctionne bien, que vos mots de passe fonctionnent bien. Encore là, si jamais il y a une problématique, référez-vous toujours à la secrétaire de l'école. Je crois que c'est la meilleure là, pour répondre à vos questionnements. Sinon, elle va vous rediriger là, vers la bonne personne. Au niveau de la communication, également de votre implication, on va parler des rencontres avec l'équipe école. Donc, il va y avoir les rencontres de début d'année, la rencontre d'entrée scolaire au départ. Au primaire, ça va être plus présent où on va aller souvent porter l'enfant à l'école pour sa première journée. On va pouvoir avoir un premier contact avec son enseignant. Pour ce qui est du secondaire, les élèves vont chercher leur agenda, leur horaire à les premières journées, souvent plus seuls, donc sont un petit peu plus autonomes dans ça. Par contre, en début d'année, après le début de la rentrée, on va avoir une séance d'information. Donc, autant au primaire qu'au secondaire, il va y avoir des rencontres qui sont dans les premières semaines, là, peut-être que c'est déjà passé, même là, pour vous à l'école de votre enfant. Sinon, ça va être sur le point de se faire. Et là, c'est là qu'on va on va présenter les intervenants, tous les intervenants qui peuvent être autour de votre enfant et vous allez pouvoir prendre contact, leur poser des questions directement. Donc, c'est d'abord c'est une belle façon là, de savoir avec qui vous allez travailler. Ensuite, il va y avoir la première communication qui va être en octobre. Donc, cette première communication-là, elle est très parlante, très significative. Souvent, c'est vers la mi-octobre. C'est maximum mi-octobre que vous devriez l'avoir. Les enseignants vont émettre un commentaire au niveau pédagogique et comportemental sur votre enfant, dépendamment des matières même. Donc, le professeur d'anglais, d'éducation physique, de français, le titulaire aussi, va émettre des commentaires. Donc, vous allez avoir la vision de votre enfant dans chacun de ses cours. Donc, ça se peut qu'ils réagissent différemment ou qu'il y ait des facilités ou difficultés différentes là, selon le cours également choisi. Ça va vous donner une bonne vision. Et si jamais votre enfant a certaines difficultés, ben ça va être justement un petit signal pour aller chercher de l'aide, peut-être pour être plus aux aguets avec ces difficultés-là, puis intervenir dans le bon sens. Puis peut-être même à la limite, là, dépendamment de ce qu'on va vous dire, c'est un bon moment pour prévoir une rencontre et peut-être même aller jusqu'à un plan d'intervention au besoin. Donc ça, c'est pas pour tout le monde, mais on pourrait voir là dans ce cas-là. Il va y avoir également la rencontre de bulletins
en novembre. Donc là, on parle vraiment du premier trimestre là, avant Noël. Donc, une rencontre avec l'équipe école. La rencontre de bulletin qui va être en novembre, là, vous allez être convoqués. Pour les premières rencontres en début d'année, vous allez avoir là, 2 rencontres là, par an en lien avec les bulletins durant l'année. La première rencontre, moi, je vous conseille très fortement là, d'aller rencontrer les enseignants, même si le bulletin est bon de votre enfant. Des fois, on peut quand même avoir des informations sur sa façon de travailler en classe, que ce soit positif ou même s'il y a des petites améliorations à apporter. Mais c'est quelque chose que je recommande fortement. Il va y avoir une deuxième convocation aussi là en février et à tout moment, vous pouvez communiquer avec les enseignants pour avoir une rencontre là qui est en dehors de ce que je viens de vous dire et les enseignants vont prendre en considération vos demandes. Ils vont tout à fait s'ajuster. Maintenant, on va parler de la fameuse période des devoirs, donc qui est un élément très important dès le début de l'année. Puis elle peut même être la bête noire de plusieurs parents. Là. On va aller user de stratégies pour pas s'essouffler dès les premières semaines là, à partir de pour ces moments-là qui sont assez significatifs et très présents dans le cheminement scolaire. Mais juste avant de passer au concret des devoirs et des leçons, on va y aller avec le sac à dos. Donc, juste une petite capsule d'information, une petite vérification que vous pouvez faire à la maison parce que, bon, quand les enfants, et surtout, on le remarque des fois chez les tout-petits, quand les enfants rentrent à l'école, le sac à dos est très, très gros, très, très lourd. Donc, alors ici, on a une petite image là sur la bonne posture, là, les éléments à faire attention. Je vais vous nommer quelques petits caractéristiques à faire attention et à vérifier. Donc, d'abord, le sac à dos ne devrait pas peser là, plus de 10 du poids de votre enfant avec le matériel scolaire qui est inclus. Donc, bon, la première journée, probablement que le sac à dos va être très, très lourd parce qu'on va amener beaucoup de choses à l'école, mais de manière générale, le sac à dos devrait être là 10 du poids de l'enfant. On va avoir nos 2 bretelles qu'on demande à l'enfant de mettre sur les épaules. Et si c'est possible, on essaie d'attacher, même s'il y a une courroie à la poitrine et aux hanches, vraiment là pour répartir le poids là, sur l'ensemble de son corps. On va essayer d'avoir des bretelles ajustables également parce qu'on va ajuster sur les vêtements extérieurs, même avec les manteaux et tout ça. Donc, on va peut-être falloir faire des ajustements là, après chaque saison. Il faut que le sac à dos soit bien appuyé sur le dos, que le haut soit bien appuyé sur les épaules également. Et puis, on fait attention là, que le sac à dos non plus soit pas trop large. On va respecter la largeur là, de l'enfant pour pas là, créer un déséquilibre. Et puis, bon, évidemment, si c'est trop lourd, ben on enlève le superflu. Donc, on peut laisser des choses à l'école, à la maison, et on regarde comment faire le transfert du matériel là, avec votre enfant pour que son sac soit le moins lourd possible parce que, bon, il va falloir qu'il le transporte tous les jours de l'école. Donc, notre petite capsule sur le sac à dos. Maintenant, allons-y avec le vif du sujet, avec les fameux devoirs et leçons cette période-là. Le rôle en tant que parent. Donc, quel est le rôle? Comment on agit? Donc, d'abord, on y va avec, on aide à structurer et à planifier notre enfant. Donc, c'est pas à nous, en tant que parents, à prendre toute la responsabilité de cette période-là des devoirs et des leçons. Donc, il faut que l'enfant comprenne que s'il décide de ne pas les faire, ça c'est qu'il y ait des conséquences. Donc, ça, c'est une première chose à savoir. Par contre, on doit apprendre à l'enfant à gérer parce que pour les plus jeunes, surtout, cette période-là, c'est quelque chose de nouveau. Donc, on doit lui apprendre comment fonctionner. Donc, c'est pour ça qu'il faut l'aider à se structurer et à planifier cette période-là. On va offrir un encadrement qui va être un petit peu plus serré au début du processus scolaire, mais également il va être plus serré aussi plus l'enfant va être jeune. Alors, plus l'enfant va vieillir, on va lui laisser un petit peu plus de place pour le gérer lui-même cette période-là. Donc, dépendamment de notre enfant aussi, là, on connaît notre enfant, donc on sait quelle est l'aide qu'on peut lui apporter puis quelle autonomie on cherche à lui offrir aussi pour qu'il puisse la développer. Donc, notre enfant doit apprendre à se débrouiller seul. Et si on est trop présent comme parent là,
dans cette période-là, qu'on veut trop en faire à sa place, ben là, l'enfant va avoir tendance à moins s'impliquer. Et quand va arriver le temps à l'école qu'il doit reproduire ce qu'on lui a demandé de faire, ben, il va avoir la difficulté à le faire. Donc, il faut faire attention là, de pas couper un petit peu cette autonomie-là, à notre enfant. Et ensuite de ça, on y va avec encourager notre enfant. Donc, ce qui est primordial, c'est vraiment de l'encourager parce que ça se peut que ce soit pas facile, pas toujours facile du moins. Donc, si le moment de la période des devoirs et des leçons est négative, ben l'enfant va finir par devenir réfractaire. Puis petit à petit, ben on va avoir de plus en plus de difficultés à gérer cette période-là. Donc, on encourage les petites réussites, on encourage à chaque fois qu'on le peut, on encourage notre enfant pour que ça devienne de plus facilitant. Oups, excusez-nous, on a encore un petit souci. Voilà. Alors, au niveau de l'environnement de travail, donc comment on organise l'endroit pour faire une période de travail maximale, dans le fond. Donc, on choisit d'abord un endroit qui est calme. Donc, on fait attention si on a plusieurs enfants, qu'il y en a qui ne sont pas à l'école. Alors, on essaie peut-être pendant cette période-là de séparer les enfants, ceux qui jouent, on les envoie à un autre endroit pour que l'enfant qui doit travailler, ait un endroit qui est calme et propice à la concentration. Donc, une première chose. On essaie de diminuer les stimuli au maximum. Donc, on éteint la télévision, les téléphones et les ordinateurs également. Téléphone, bon, si c'est avec les plus petits, si c'est notre téléphone, on essaie de couper le son pour pas que le son du téléphone puisse se déranger. Pour les plus vieux, à ce moment-là, c'est de peut-être même ranger le téléphone au moment des devoirs et leçons parce que, bon, il y a plusieurs communications avec les autres qui peuvent déconcentrer le moment. Alors, on peut même convenir avec notre enfant pendant la période des devoirs et leçons, on ferme le téléphone et on le reprend après. L'ordinateur, on fait attention aussi parce que, surtout pour les plus vieux, souvent des travaux vont devoir se faire à l'ordinateur. Donc, on essaie de justement garder l'ordinateur, on ferme toutes les autres fenêtres puis on garde seulement ce qu'on a besoin. Donc, pour éviter les stimuli qui peuvent déranger et déconcentrer. On s'assure d'avoir le matériel qui est nécessaire. Donc, parfois, il y a certains élèves qui peuvent oublier leur matériel à l'école et parfois même peuvent l'oublier de manière intentionnelle. Donc, on prend de notre côté en tant que parent, on a un plan B. Alors, on a un coffre à crayon qui est bien garni, du papier et coffre à crayon surligneur, correcteur, stylo, toutes sortes de crayons qu'on peut utiliser, des règles calculatrices, ensemble de géométrie. Donc, tout ce que l'enfant pourra avoir de besoin, on essaie d'en avoir un double là, à la maison si c'est possible. Donc, un double si vous avez plusieurs enfants, là, un double pour toute la famille pour refaire l'affaire. Ça pourrait être une belle stratégie, surtout si vous voyez que votre enfant a tendance à oublier de manière intentionnelle ou pas. Il y a des enfants qui oublient là, tout simplement. Ben, au moins, ils ne seront pas brimés là, si vous avez ce matériel-là. Et même, je vous dirais que j'ai déjà vu là, et j'ai même déjà discuté avec certains parents là dans ma carrière d'avoir du matériel en double. Je parle même de manuels, de livres de lecture. Il y a certains élèves là pour qui ça pourrait être bénéfique parce que des oublis deviennent récurrents et c'est vraiment pas aidant. Donc, on peut même aller là, vous verrez en cours d'année, mais ça pourrait être une option. Ensuite, on adapte l'environnement. Donc, on s'assure là justement que l'enfant est bien. Donc, les tables, on nettoie les tables. On adapte, même si on n'est pas dans un bureau de travail, si on est dans la cuisine, que l'enfant ne pas sur les napperons. Bon, alors on adapte, on enlève, on épure. Et par rapport à ça, je vous envoie une petite diapo sur la posture de travail, justement. Alors, on évite d'être peut-être sur les comptoirs de cuisine avec les bancs un petit peu plus haut, le dos un petit peu plus recourbé. Donc, on essaie justement là d'avoir cette bonne posture-là qui
qui à tous les jours peut être une surcharge sur le dos, mais aussi va aider à la concentration, puis va aider à avoir plus d'énergie là, pour toute notre période. Au niveau de l'organisation de la tâche, donc quand on va se mettre au travail, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord lister, on va s'asseoir, on va lister les tâches qu'on a à faire à chaque soir. Donc, on va regarder, bon, ce soir, j'ai à faire du français, des mathématiques et j'ai mes mots d'orthographe à travailler. Alors là, on va faire la liste, on va la mettre sur une feuille, sur un tableau, visible vraiment là, pour que l'enfant puisse la voir devant les yeux et puisse quantifier le nombre de choses qu'il a à faire là, dans sa période. Ensuite, on va évaluer le temps nécessaire pour chaque tâche. Donc, on peut dire, bon, ben, mon travail en français, j'en ai pour à peu près une quinzaine de minutes. Mes mathématiques, je vais peut-être en avoir pour 10 minutes. Et mes mots, j'en ai pour 5 minutes. Bon, c'est un exemple. Alors, on va lister le temps. Et ensuite de ça, ben, on va demander à l'enfant qu'est-ce qu'il préfère choisir en premier, dépendamment du temps. Donc, des fois, on peut faire le plus plate en premier, le plus long en premier, pour finir avec le plus plaisant. Donc, pour finir sur une note positive, quand notre concentration commence à être un petit peu plus faible, donc au moins, on va finir avec ce qu'on est. Un exemple, le travail, des fois, c'est un travail en art plastique ou un travail en musique. On peut peut-être finir par ça. Donc, ça fait l'enfant au moins l'impression d'être à la tâche de travail. Donc, ça peut être une belle stratégie pour ça. Puis, on essaie d'éviter les interventions inutiles aussi. On essaie de remettre à l'ordre notre enfant là, si jamais il s'éloigne de la tâche à effectuer, mais on essaie de le garder autonome aussi, là, de ne pas lui dire « Ah, fais pas ça, ah non, tu devrais faire ça comme ça ». Donc, on essaie de le laisser aller là, également là, pour lui-même. On peut ensuite se faire, ici, il est passé par après, là, c'est un petit exemple d'une liste des tâches à faire que j'ai mis. Et ensuite de ça, on peut faire des listes de vérification pour éviter les oublis. On en parlait là un petit peu plus tôt. Les oublis, ça peut arriver fréquemment. Donc, faire une petite liste de vérification à la fin, bon, mais on peut faire nos petites classes, puis après ça, les cocher, dire OK, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Donc, on est sûr qu'on n'a rien oublié. Puis on peut même marquer les signatures aussi, là. Donc, comme Naomi parlait tout à l'heure, si on a des signatures à faire, au moins si c'est écrit dans notre liste de tâches à effectuer, bien, c'est sûr qu'on ne risque pas de l'oublier. Maintenant, le temps estimé là, pour la période de devoir. C'est sûr que c'est quand même assez changeant. Donc, on a un petit tableau ici là, qui est de manière générale, je dirais, mais d'un établissement à l'autre, ça peut toujours changer. Donc, mais de manière générale, première, deuxième année, on peut parler d'un 30 à 35 minutes de travail. Et un 30 à 35 minutes, c'est pas seulement la tâche, mais c'est le fait de se mettre aussi, là, tu sais, pour les plus petits, de s'asseoir, d'ouvrir son sac. Alors, tu sais, tout ça, ça fait partie là, du 30 à 35 minutes. Là. Donc, le rôle du parent, on offre une aide directe. On peut lire les consignes avec l'enfant également. Donc, on est plus directif. Donc, comme je disais, plus l'enfant est petit, plus on est présent là, sans le faire nécessairement pour l'enfant. Là, on offre une aide qui est un petit peu plus directe. Pour le deuxième cycle, donc le troisième et quatrième année, ça se peut que le temps augmente un petit peu. Et ça se peut que ça varie d'une journée à l'autre, mais de manière générale toujours. Et des fois, ça se peut qu'il y ait un congé de devoir, puis bon, on en profite dans ce temps-là, là, surtout au primaire, là, ça risque d'arriver. Donc, on en profite. Mais bon, quatrième année, ça se peut qu'on passe plus à un 40 à un 45 minutes. Et là, en tant que parent, on y va plus avec une supervision. Donc, on regarde si le travail a été bien effectué et tout ça. Les plus vieux du primaire, les 5e, 6e années, là, on va tomber plus dans la tranche du 45 à 60 minutes. Ça peut dépendre des périodes dans l'année également. Là, pour les plus vieux, là, quand on va être en fin de trimestre, ça se peut que le temps de travail soit un petit peu plus long. Et là, on y va avec une plus légère supervision là, à ce moment-là. Au niveau du secondaire, première, deuxième année, donc on va parler de 1h à 1h30 pour les travaux. Donc, première année du secondaire, on va plus parler de 1h. Deuxième année, on peut tirer vers le 1h30 quelquefois. On va y aller avec une légère supervision, mais je vais quand même mettre un bémol. C'est que même si votre enfant rentre au secondaire, il a quand même besoin d'aide pour se structurer
surtout pour les secondaires 1, parce que le changement du primaire vers le secondaire, Naomi va vous en parler tout à l'heure, mais il va y avoir des changements au niveau de la façon de gérer son agenda et tout ça. Donc, ça se peut que là, vous soyez un petit peu plus présent au début là, avec les plus jeunes au secondaire. Donc, c'est important là de pas se dire nécessairement mon enfant est au secondaire, il est capable de s'organiser tout seul. Je mettrai un petit bémol là-dessus parce que là, il y a un changement, il y a plusieurs profs, il va y avoir une différence. Donc là, on peut être un petit peu plus présent au début et au courant de l'année, on va pouvoir s'éloigner un petit peu. Pour les plus vieux, 3e, 4e, 5e année, ben là, on va parler de 1h30 à 2h au quotidien. Mais là, ça se peut, là, surtout pour les plus vieux, là, les 4e, 5e année, là, on va peut-être parler des fois même de blocs de 3 heures là, par période durant l'année. Supervision aux besoins également. Vous allez connaître votre enfant, donc vous allez savoir quelle place vous devez prendre aussi. Et la fin de semaine, là, on peut parler d'un 3 heures de travail, mais aussi d'études par rapport aux examens qui vont venir. Donc là, on va offrir de l'aide aux besoins, puis on peut peut-être aider l'élève à se structurer à ce moment-là, là, de l'aider à se mettre à la tâche pour s'en débarrasser. On peut même jouer de cette manière-là des fois, là, si on dit, ben là, regarde, on y va, on s'assoit, on s'en débarrasse, puis on passe à autre chose. Au niveau de l'organisation de l'horaire, eh bien, on peut utiliser toutes sortes de médiums, en fait. Donc, on peut avoir l'agenda électronique qu'on peut utiliser ou on peut même partager l'agenda là, à travers la famille. L'agenda papier, on en a parlé là tout à l'heure. On peut utiliser des marqueurs pour faciliter le repérage. On peut souligner les examens et les travaux à remettre pour être capable de bien voir les choses à l'avance. Et un calendrier maison également pour indiquer les événements importants, les examens, les remises de travaux. Ça donne une bonne vue d'ensemble de ce que les enfants ont à faire. Ça aide à gérer le temps là, autant familial que le temps là, des enfants. Puis on n'hésite pas là dans les calendriers pour là, la gestion de l'horaire. On place les rendez-vous que vous avez, le dentiste, le médecin, le parascolaire, les activités extrascolaires également, pour avoir une bonne vue d'ensemble là, de tout ça. Là. Ensuite, c'est une petite diapo là, sur des petites applications qui peuvent être utiles à la maison. Donc, explorer, si vous utilisez les tablettes, donc vous pouvez explorer pour avoir là, plusieurs petites applications et tout ça. Si jamais vous avez besoin, n'hésitez pas à recommuniquer avec nous pour avoir davantage d'aide là, pour trouver des petites applications utiles selon la matière. Je vais passer maintenant la parole à Naomi pour la suite de la présentation. Merci Stéphanie. Donc, une question de motivation, hein, parce qu'après une journée passée sur les bancs d'école, la motivation, l'attention et la concentration, surtout de nombreux enfants, sont à la baisse. C'est presque certain là, qu'au courant de l'année, vous allez voir où il y a des périodes où votre enfant va manquer de motivation. Il va être fatigué, il va s'opposer, argumenter quand va venir le temps de faire les devoirs ou d'étudier. Donc, c'est quelques petits trucs là, pour faciliter la période des devoirs. Donc, tout d'abord, rayer la tâche lorsqu'elle est terminée. Donc, ça donne l'impression, en fait, d'avancer, que le travail là, avance et qu'on achève bientôt. Nous-mêmes, des fois, là, on le fait au travail ou avec nos tâches domestiques là, qui sont moins plaisantes. Ensuite, se récompenser. En fait, on parle d'un renforcement qui est direct, là, pas trop loin dans le temps. Donc, bon, je finis ma tâche, ensuite, je m'en vais manger une collation ou je m'en vais écouter une émission ou jouer dehors. Ou si je fais mes devoirs avant le souper, ben, je vais avoir le temps d'aller jouer avec mes amis après le souper. Ensuite, faire un tableau de renforcement. On parle plus comme des enfants plus jeunes, là, des enfants du primaire. Ou un contrat d'engagement pour les plus vieux. Dans le fond, au primaire, ça pourrait être avec des collants, des étoiles, là, un tableau visuel le plus possible. Il y a vraiment des milliers de possibilités là, pour faire un tableau de renforcement. L'important, c'est que ça motive en fait l'enfant à accomplir sa tâche. S'il est plus motivé par le système, ben c'est sûr qu'on va s'ajuster et le modifier, hein, parce que ça peut fonctionner un certain temps. Mais éventuellement, là, ça peut s'essouffler là, ce système-là. Mais on fait juste le changer un petit peu avec ce qui motive notre enfant là, sur le moment, puis ça va remarcher un petit bout de temps. Donc, chez les jeunes enfants, en fait,
Le genre de renforcement qui fonctionne le mieux, ce sont des renforcements qui sont rapprochés dans le temps. Donc, par exemple, tantôt Stéphanie parlait d'une liste de tâches. Donc, à chaque tâche, je te mets une petite étoile. Puis bon, à la fin, on fait quelque chose de spécial ensemble, par exemple. Et qui sont extrinsèques, donc des renforcements qui peuvent voir, toucher, vraiment quelque chose de visuel. Puis chez les plus vieux, ben, on peut y aller avec un renforcement qui est plus éloigné dans le temps. Par exemple, ça peut être une étoile par semaine ou bon, peu importe, là, le faux argent là, par semaine ou par mois. Ça peut être une sortie spéciale là, s'il n'y a pas d'échec à son prochain examen. Donc, c'est le genre de renforcement là, au secondaire ou pour les plus vieux qui peuvent fonctionner. Par la suite, alors garder son attention et sa concentration hein, aussi, ça peut être un défi là, dans la période de devoir. On va essayer de faire des pauses, max 5-10 minutes. Là, c'est sûr que c'est selon la nature et la durée de la tâche. On ne va pas faire une pause de 15 minutes ou de 10 minutes pour une tâche qui en a duré 10. Là. On va être logique aussi là-dedans. On peut choisir de faire des pauses soit entre des tâches, donc on en fait deux trucs qu'on a à faire, ensuite on prend une pause, ou aussi en termes de temps, quand par exemple c'est de l'étude, ben, alors on va je fais 30 minutes, 45 minutes ou 1 heure, puis ensuite je vais prendre une pause. Ensuite, on peut utiliser aussi des outils pour la gestion du temps ou de la tâche. Donc, une minuterie, ça peut être un sablier, juste l'horloge, se faire une liste de tâches. Donc, ça permet de nous donner un objectif qui est clair, puis de moins aussi regarder le temps. Donc, ça nous déconcentre moins. On sait quand ça va sonner ou quand le temps va être écoulé, pardon. Donc, ça va être un petit truc aussi. Utiliser des outils sensoriels comme la gomme, la musique, les écouteurs, une balle anti-stress. C'est sûr que selon chacun des enfants, il y a des choses qui vont mieux fonctionner et d'autres moins bien. Donc, vous pouvez aussi les tester à la maison. Donc, pour des enfants qui ont la bougeotte, en fait, le but, c'est que le corps a besoin de bouger. Donc, on va occuper soit les mains, les pieds, la bouche, les oreilles, afin que le cerveau, en fait, lui, puisse se concentrer à faire ce qu'il a à faire. Et finalement, varier les positions de travail. Parfois, c'est en fait pour contrer le phénomène d'habituation. Hein. On s'habitue à un endroit, à une façon de travailler. Donc, on va suggérer parfois de varier les positions de travail. On peut réviser en marchant debout à côté de la chaise, assis en indien ou sur un ballon d'exercice, par exemple. Donc là, on va parler davantage des transitions là, qui surviennent tout au long du cheminement scolaire. Étant donné que c'est un webinaire grand public, là, je suis sûre que des parents, autant des élèves du primaire, du secondaire, et peut-être même aussi, il y en a qui ont des élèves qui terminent ou qui c'est leur dernière année en secondaire 5 et qui vont aller au cégep l'an prochain. Donc, il y a des transitions, hein, c'est des étapes de vie qui sont importantes, comme l'entrée au primaire, hein, la transition primaire-secondaire, secondaire cégep, mais il y a aussi des plus petites transitions, hein, comme le passage au niveau scolaire suivant, c'est une transition parce que ça apporte des changements en termes de groupe, d'amis, de professeurs, d'exigences aussi. Donc, les 3 grands défis là, face à une transition, tout d'abord, il y a les défis organisationnels, adaptatifs et développementaux. Donc, pour certains, ces étapes-là de transition représentent un stress énorme. Puis des fois, il y en a qui le perçoivent plutôt comme un défi qui est motivant à relever. Donc, on va regarder un peu au niveau des défis organisationnels que les changements là, apportent. Donc, c'est sûr quand il y a une transition, hein, la gestion des plus grandes transitions comme le secondaire, on mentionnait le passage primaire-secondaire, la gestion de l'agenda, hein, c'est quelque chose qui est nouveau, de l'horaire et du matériel scolaire. À chaque année, les exigences sont différentes et il faut se familiariser là, avec du matériel scolaire, des manuels qui sont différents et surtout au secondaire, il y a beaucoup d'enseignants différents, donc ça aussi, ça demande une grande adaptation là, au niveau de l'élève, en fait. Là. Ensuite, la planification des échéanciers, des devoirs et de l'étude. Donc, parce que plus on avance aussi dans notre cheminement scolaire, plus la charge de travail est importante. Le tableau résumé là, de Stéphanie était super aussi pour expliquer ça. Et l'organisation de l'environnement.
Donc, quand on arrive dans un nouveau milieu, généralement, il va y avoir des enjeux au niveau du transport scolaire, juste se retrouver dans l'école, casier, la gestion de tout ça aussi. Et ça, c'est une phrase en fait pour nous rappeler, mais c'est qu'en fait, chaque étape de vie nous fait tendre vers une plus grande autonomie. Et donc, le support des adultes étant de moins en moins requis. Oui, tantôt on a parlé pour la période de devoir, mais aussi dans nos activités, dans toutes les sphères là, de développement. Ensuite, on va parler des défis adaptatifs, donc l'adaptation que ça prend, donc à quoi l'enfant, quand il arrive dans un nouveau milieu ou qu'il y a une transition, il doit s'adapter, en milieu scolaire, évidemment. Là. Donc, s'adapter à de nouveaux lieux, de nombreux déplacements, de nouveaux amis, des pairs, en fait. Ça peut être des amis, ça peut être des collègues de travail aussi, là, apprendre à travailler, faire les travaux d'équipe aussi. Et à plusieurs enseignants, là, surtout au secondaire et au cégep. Au primaire, en fait, pour eux, c'est beaucoup d'enseignants parce que des fois, oui, ils ont leur groupe, mais bon, ils ont un enseignant en anglais, en éducation physique, donc pour eux, ça semble beaucoup là, d'intervenants différents. Pour faciliter l'adaptation, en fait, avec eux, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est visiter l'école. Si on a la chance, là, avant, surtout passage primaire, secondaire, on peut visiter l'école quand on fait les portes ouvertes, par exemple, ou fait qu'on a quand même cette chance-là. Regarder les locaux, ils sont où avec mon horaire en main, par exemple. On peut aussi l'inscrire à une activité parascolaire. Donc, ça favorise son intégration. Et puis, même inviter les amis, là, ses nouveaux amis à la maison. Donc, pour socialement là, créer une cohésion de groupe et tout ça, là, pour que ça facilite son adaptation à l'école. Les défis développementaux, alors c'est sûr que les défis développementaux vont correspondre à certaines périodes de transition, comme par exemple, l'entrée au primaire correspond au passage de la petite enfance à l'enfance. Donc, la période 6-12 ans. Cette période-là est marquée par plus d'autonomie, le désir de devenir grand, de faire des choix, être capable de bien d'exprimer sa pensée. C'est une période qui est très importante dans le développement des bonnes bases, là, comme les habiletés sociales et l'estime de soi. Ensuite, la préadolescence et l'adolescence, donc la période de 12-17 ans, va coïncider avec le début du secondaire. Donc, la puberté, le désir d'explorer, de faire des nouvelles expériences, l'éveil de la sexualité aussi. Il y a un détachement normal avec les parents et la cellule familiale. Et c'est sûr que dans cette période-là, les relations sociales, c'est très caractéristique de l'adolescence, vont prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'importance. Au détriment, en fait, là, du temps passé parfois en famille. Et finalement, la fin du secondaire et l'entrée au cégep va correspondre au passage vers l'âge adulte. Et là aussi, il y a plusieurs éléments qui marquent cette période, comme pour certains, l'obtention du permis de conduire, le bal de graduation en 5e secondaire, faire son choix de carrière aussi pour le cégep, partir en appartement pour certains, ceux qui partent en région. Ils vont commencer à travailler aussi, faire des sous. Donc, vraiment, c'est une période où il y a plusieurs défis, mais c'est stimulant. En fait, les services de soutien aux élèves, donc en tant que parent, c'est très important de s'informer sur les différents services de soutien aux élèves qui existent dans votre milieu scolaire ou même dans votre communauté là, parfois, et d'identifier les personnes ressources parce qu'en cas de besoin, là, vous allez pouvoir vous y référer. Donc, par exemple, est-ce qu'il y a des activités d'intégration offertes en début d'année scolaire à mon école? Est-ce qu'il y a des ateliers d'organisation scolaire, pardon, un service d'éducation spécialisée? Est-ce qu'il y a un service de jumelage, d'entraide par les pairs? Par exemple, pour l'organisation scolaire, là, comme on mentionnait tantôt, ou juste pour entraide par les pairs, c'est juste pour se retrouver là, dans l'école en début d'année. Quand est-ce qu'ils ont lieu les périodes de titulariat et quels sont les services professionnels qui sont disponibles dans mon école. Donc, services professionnels, là, c'est plus spécialisé, donc orthopédagogie, psychoéducation, psychologie, là, voilà. Par la suite, donc, chez Parcours d'enfants, on a mentionné un peu plus tôt, mais on va regarder comment les différents professionnels peuvent aider votre enfant. Les psychoéducateurs, donc, qui interviennent auprès d'enfants, d'adolescents qui ont des difficultés d'adaptation, qui se manifestent sur le plan
comportementales. Donc, on va évaluer et intervenir des solutions adaptées là, aux besoins de chacun. Ensuite, on a des psychologues aussi qui sont formés pour évaluer, diagnostiquer et traiter là, des troubles cognitifs, neurologiques, développementaux et affectifs chez l'enfant et l'adolescent. Par exemple, le TDAH, mais ce n'est pas le seul. Il y a des troubles affectifs aussi, des troubles anxieux, toutes sortes de choses. Et il y a aussi une équipe de neuropsychologues. Donc, ce sont des psychologues formés en neuropsychologie qui vont aider aussi à mieux comprendre les mécanismes d'apprentissage et effectuer des diagnostics là, différentiels. Et en plus, chez Parcours d'enfants, en fait, on travaille en collaboration avec une pédopsychiatre en clinique dont les services sont couverts par l'assurance maladie. Ensuite, les orthopédagogues, ils vont aider l'enfant au niveau de son organisation scolaire, ses méthodes de travail, le développement de stratégies d'apprentissage comme la lecture, l'écriture, les mathématiques. Parfois, dans certaines écoles, il y a une orthopédagogue qui est présente là, également sur place, mais sinon, il y en a aussi là, au privé. Et les orthophonistes, en fait, ils vont aider les enfants à améliorer leurs compétences en communication. Hein, parce que communication, ça peut être réceptif, donc qu'on entend, qu'on comprend, mais aussi comment on s'exprime, donc expressif. Et ça peut être la communication qu'on dit verbale, donc les mots, mais aussi non verbale, donc tout ce qui est expression faciale et tout ça, la compréhension de ça. Et ça, c'est sûr que ça va, les compétences en communication, ben, touchent évidemment la lecture et l'écriture. Merci beaucoup, Naomi et Stéphanie. On a une petite période de questions, comme on vous avait expliqué au tout début. Donc, gênez-vous pas pour nous poser les questions qui vous viennent en tête et que vous êtes capable d'écrire là, dans la section des questions. On va attendre quelques secondes et on vous revient avec les réponses, les questions les plus faciles à répondre comme ça directement là avec vous. Sinon, gênez-vous pas encore une fois à nous contacter là, directement ici à Parcours d'enfants si vous avez des questions plus précises. Alors, Naomi, on a une première question pour toi. Mon enfant est entré au secondaire cette année et il met tous ses cahiers dans son sac à dos et traîne tout à la maison. Son sac est vraiment très lourd, mais il a tellement peur d'oublier quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Ben, c'est déjà bien. En fait, vous avez la personne a bien identifié le besoin, là, dans le sens qu'il a peur de tout oublier. Donc, c'est du stress, c'est de l'anxiété. Donc, l'important, en fait, quand il arrive une situation qu'on ne sait pas quoi faire, c'est de dire ben, pourquoi il y a ce comportement-là. Pour savoir par la suite, ben, qu'est-ce que je peux faire. Donc, c'est sûr que dans ce cas-là, enseigner une technique de gestion du sac. Hein, qu'est-ce que je peux, en fait, une routine, là, on va essayer d'intégrer ça. Donc, le matin, je vais à mon casier, je prends mes manuels que j'ai besoin, par exemple, pour mes cours seulement d'avant-midi, et je change mes manuels sur l'heure du dîner. Donc, pas besoin de retourner là, au casier entre chaque cours, là, parce que des fois, le délai est court pour retourner. C'est ça qui stresse les enfants. Puis sur l'heure du dîner, après ça, ben je reprends mes manuels que j'ai besoin pour les cours d'après-midi. Et ben le soir, c'est sûr, soit que ce que j'ai besoin pour le soir, ben je le garde en fait dans mon sac là, même sur l'heure du dîner. Ou sinon, ben je fais juste me faire une liste, puis le soir avant de quitter l'école, ben je mets les choses que j'ai besoin pour faire mes devoirs, mon étude dans mon sac. Mais c'est sûr que il y a des programmes là, dans les écoles, ils sont habitués, là, surtout en première secondaire, là, d'entraide ou des groupes là, animés par les éducatrices spécialisées pour justement la gestion du sac. Ils savent que c'est une grande problématique, un grand enjeu là, chez les enfants de première secondaire. Nous, en fait, on voit là, c'est vraiment des élèves qui ont des sacs à dos. On dit que c'est des tortues un peu là, parce qu'ils traînent tout leur bagage là, sur eux comme une tortue. Donc, moi, j'aviserais là, l'enseignant titulaire juste pour qu'il puisse assurer un suivi puis qu'on se parle, dire c'est quoi ben, l'intervention qu'on a proposée. Pour que tout le monde soit au courant, évidemment. Donc, aviser l'enseignant titulaire et aussi l'éducatrice spécialisée, vérifier s'il y a quelque chose qui est offert à son école, puis le pratiquer avec lui.
à le pratiquer en pensée aussi là, à la maison. OK, là, qu'est-ce que tu vas faire? Donc, ils vous disent les étapes aussi. Puis, ben, c'est sûr que si c'est nécessaire, ben, instaurer un système de renforcement aussi là, pour qu'au début, ils soient motivés à faire ce changement-là dans sa routine. Excellent. Merci beaucoup, Naomi. Nous avons une seconde question qui, je crois, serait plus adressée à Stéphanie comme orthopédagogue. Stéphanie, devrait-on faire des devoirs avant de se coucher? Alors, c'est une bonne question. Je pense même que Naomi, en tant que psychoéducatrice, aurait pu répondre à cette question-là. Donc, on tente, là, comme Naomi a parlé de la routine également, on tente de faire le moins possible de devoirs juste avant de se coucher, justement pour éviter les activités stimulantes. Bon, ça engendre aussi un stress là, quand on fait du travail trop tard. Alors, on essaie de créer une routine et de faire nos devoirs plus tôt en arrivant et de faire des activités plus calmes avant de se coucher. À la limite, au niveau des devoirs et leçons, on peut toujours mettre la lecture de notre roman avant de se coucher. Donc, les lectures, là, on pourrait, si l'élève a de la difficulté, l'enfant a de la difficulté, on met les lectures là juste avant de se coucher. Mais idéalement, on essaie de au moins, surtout pour les plus vieux, là, c'est plus une question, je pense que ce serait plus au niveau des adolescents. Donc, on essaie là au moins 1 heure et demie à 2 heures arrêter les devoirs avant de se coucher. C'est intéressant, Stéphanie. Je veux juste vu que peut-être la question là, touche aussi un peu la psychoéducation, mais c'est aussi une question d'attention. Donc, c'est sûr qu'avant de se coucher, on peut être moins attentif, moins concentré. Donc, il y a plus de chances de faire des erreurs. Puis, c'est sûr que aussi, quand on lit les questions, les choses, si c'est pour un examen, une étude, on emmagasine moins bien l'information aussi là, quand on est plus fatigué. Excellent. Merci, Naomi, pour avoir complété. On a justement une autre question sur les jeux vidéo. Les jeux vidéo devraient-ils être permis durant la semaine? C'est sûr que ça, c'est une question personnelle, je dirais, à chaque famille. C'est sûr qu'il y a des parents dans leurs valeurs, dans leur façon de faire, là, qui sont plus stricts par rapport à ça. C'est vraiment comme vous vous sentez à l'aise. Si vous désirez, vous trouvez que c'est trop et que les enfants jouent trop, ben libre à vous là, d'instaurer des limites ou des règles en fait là, pour baliser. C'est sûr que si on interdit complètement, ben ça peut faire en sorte que le week-end, là, ils passent leur week-end là-dessus. C'est comme on crée un vide, un manque. Donc, de couper complètement non plus, c'est pas toujours la meilleure solution, mais encore là, ça dépend du genre d'utilisation qu'ils en font, de la durée, puis de l'impact aussi que ça a. Si le jeu vidéo ou peu importe là, les écrans font en sorte qu'il y a des conséquences négatives sur, ben, il voit plus ses amis, il va plus jouer dehors, il fait plus ses devoirs. Alors là, on observe qu'il y a plusieurs impacts aussi, c'est même à la table là, pendant qu'on mange. C'est sûr que là, c'est plus problématique que ben, il joue un peu avant le souper, puis mais ça n'empêche pas de faire ses autres activités là. Donc, il faut comme il y a beaucoup d'éléments là qu'il faudrait évaluer. Mais c'est sûr qu'il y a des groupes aussi et des organismes qui offrent du support là, au niveau de la cyberdépendance. Si vous pensez vraiment que c'est problématique chez votre enfant, là, il y a plusieurs ressources là, vers lesquelles vous pouvez vous diriger à ce niveau-là. Là. Excellent, merci beaucoup. Je vais répondre aussi à une question de Mme Véronique Pouille concernant les documents que vous avez eus, la feuille des applications aussi là, montrée par Stéphanie précédemment. Donc, tout sera en ligne dans quelques semaines sur notre site Internet. Donc, je n'hésite pas pour aller reconsulter la vidéo en entier et tout le document aussi là, sera présenté et enregistré là, directement sur notre site Internet. Donc, encore une fois, merci à tous pour votre participation et bien sûr, évidemment, à nos conférencières, Stéphanie et Naomi. Comme mentionné aussi au début de la présentation, veuillez prendre quelques minutes, s'il vous plaît, pour remplir le questionnaire d'évaluation de la session. Vos commentaires sont grandement appréciés. Je tenais aussi à vous informer qu'un webinaire spécifique sur la transition primaire et secondaire sera disponible sur notre site Web dans les prochains jours. Allez consulter sur notre site aussi nos nombreux articles et nos autres webinaires portant sur différentes thématiques.
Donc, nous nous remercions et nous vous souhaitons une belle fin de soirée. Merci.